Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout ce qui est de Guingois a vocation à s'effondrer, tôt ou tard. C'est une loi incontestable de la physique et de l'équilibre. Vous pourriez me rétorquer que ce n'est pas le cas de la tour de Pise, qui est là toute penchée depuis plus de 8 siècles. En fait, et ce sont des architectes qui nous l'affirment, si rien n'est entrepris pour corriger l'inclinaison de cette tour, elle volera en éclats dans moins de 175 ans, puisque chaque seconde, l'inéluctable fait son œuvre. Ce n'est donc qu'une question de temps. Et il en est du système politique algérien, comme il en est de tout ce qui a été construit de travers. Il ne fait pas de doute, pas une possibilité sur des milliards, que la chute de ce régime est inévitable, immanquable, et plutôt qu'on croit, puisque ce régime est enfin de ressources, réellement, et au sens propre, enfin de ressources. Il ne reposait que sur la rente, celle qu'il puise dans les ressources hydrocarbures, et celles-ci, qui ne sont pas loin de ne plus suffire, serait-ce pour le seul marché intérieur, ont subi une chute des prix qui les rend très insuffisantes pour la politique de ce système qui, en plus de faire tourner tout le pays avec cette seule monoressource, s'en servait aussi et surtout pour entretenir des équilibres mafieux, arroser les cercles qui le soutiennent, acheter la paix sociale par le biais du soutien des prix de première consommation, par le biais d'une corruption de masse particulièrement prégnante et entretenir toute une logistique de répression et de flicage particulièrement budgétivore. Ce système n'a donc plus les moyens de son fonctionnement et il ne pourra donc plus fonctionner à très court terme. La question ne consiste donc pas et ne consiste donc plus à savoir s'il va tomber ou non, puisque cela ne fait aucun doute. Et puisqu'il n'y a aucune possibilité, endogène ou exogène soit-elle, qui puisse changer les données. Bien au contraire, puisque la prospérité fictive, illusoire, obtenue grâce à la manne hydrocarbure, a induit un niveau de vie de la société algérienne très artificiel qu'il sera très difficile à dégrader et il ne sera pas possible de réduire la voilure sans provoquer d'incalculables réactions. La question est ailleurs et autrement plus lancinante. Ce régime ne risque-t-il pas d'entraîner tout le pays dans sa chute, ou du moins causé par sa brutale disparition et surtout par son aveuglement suicidaire, des complications qui pourraient devenir incontrôlables et provoquer à leur tour une réaction en chaîne dont personne ne peut, dans les circonstances actuelles, évaluer toutes les retombées sur la quiétude publique, sur l'unité du pays, sur les possibilités de redresser tout ce que ce régime a provoqué de désastres et de dévastation. C'est cela qu'il va devoir envisager très sérieusement, très vite et de façon très consensuelle. Mais le problème, et qui est particulièrement ardu, est que ce régime s'arc-boute
s'obstine, refuse furieusement toute possibilité de transition qui pourrait lui permettre pourtant de remettre pacifiquement le pouvoir à des représentants légitimes du peuple. Les raisons de ce suicidaire jusqu'au boutisme sont trop complexes et trop nombreuses pour être étayées là, aujourd'hui. Nous le ferons lors d'une prochaine émission si nous le pouvons, mais il ne fait pas de doute qu'une partie importante de l'oligarchie militaire elle-même, le véritable nœud gordien du pouvoir, ne demanderait pas mieux que de poser les jalons d'une transition douce et étalée dans le temps pour lui permettre de négocier les conditions de son propre retrait de la vie politique. C'est là une vraie tendance au sein du système, mais les équilibres ne sont malheureusement pas en faveur de cette partie conciliatrice du commandement militaire. Les faucons, des généraux irréductibles, alliés à des forces redoutables, qui disposent de la réalité du pouvoir, qui sont elles-mêmes connectées à des visions internationales inconciliables avec une Algérie réellement démocratique, réellement fondée sur des règles économiques de création de richesses, sont pour le moment un obstacle insurmontable à une véritable transition. À plus forte raison, malheureusement, que le Hirak n'est pas encore parvenu à sa phase de structuration et de consensus national pour une feuille de route qui serait en mesure de définir les différentes étapes d'une transition démocratique et les conditions de son applicabilité. Ce n'est pas le cas. Nous en sommes encore loin. Et c'est précisément cela qui permet à ce système, pourtant médiocrate, pourtant mafiocrate, de pouvoir ainsi continuer à s'imposer alors que tous les signaux sont au rouge, alors que la situation pourrait devenir inextricable, alors que pourrait survenir une catastrophe économique qui changerait toutes les probabilités actuelles d'un changement en douceur. Nous en sommes malheureusement là. Et tout le monde en Algérie, opinion publique, comme décideurs, comme partenaires étrangers, semblent être tous ensemble dans une ahurissante cohésion, dans un déni qui laisse songeur. Nous sommes un peu, nous tous ensemble, et chacun depuis sa tranchée, dans une léthargie, ou pire encore dans des gesticulations qui font penser au dernier moment du Titanic, au moment des violents. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب ليبري ليبري الجيري Répression, déni et sombre nuage.
c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Et bonsoir à mes deux amis. C'est aujourd'hui, vous m'avez présenté une task force. Oui, mais malheureusement, dans laquelle ne se trouve pas Idir au nord, notre ami oui, Idir, qui a déserté la scène. Là, ça va être dur ce soir pour moi. Oui. C'est pas celle de celle-là, en tout cas. Non. Alors, Karim Naïtou C'est Slimane, incomparable. militant politique, merci Karim d'être là. Bonsoir Jamaldine, merci de l'invitation, merci bonsoir aux invités. Anis Al-Qama, psychologue, militant politique. Anis, merci d'être là. Merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir d'être avec J'avais mes le camarades. privilège de connaître son oncle, Allah yarhamou. Ah, C'était un copain. comme Ah, quoi, hein, le monde est Mohamed, petit. Hein. Ouais. Eh bien voilà. Allah yarhamou à l'occasion. Allah yarhamou. Rabbi yarhamou wa salih. Alors, mes chers amis, d'abord, une première réaction à ce qui se passe. Moi, je considère que nous sommes dans une impasse. Tout le monde est dans une impasse. Le régime, le Hirak, l'espoir d'une façon générale de toute une génération qui pensait enfin le moment venu de se libérer et d'entrer de plein pied dans une véritable démocratie. C'est une impression d'impasse. Et je vous laisse réagir après. Nous entrerons dans les détails. Karim. L'impasse, pour ce qui est du système du pouvoir, je ne crois pas qu'il soit dans l'impasse. Il est dans la crise. Et une crise profonde, et je pense que c'est cela dont nous allons parler. Oui. Et une crise généralisée, c'est un cancer qui se généralise. Quant à la révolution, je ne crois pas qu'elle soit, sincèrement... Brahim Younsi qui dit toujours révolution, il dit Oui, pas mais Hirak. Hein. non, c'est une révolution, Oui. parce que c'en est une véritable révolution. Quand on la regarde de l'intérieur, même si je n'y suis pas, j'essaye de pénétrer dans cette révolution. C'est une véritable révolution qui n'est pas dans l'impasse. Je ne crois pas qu'elle soit dans l'impasse. Elle élabore, me semble-t-il, elle est en attente. Elle est en attente. Elle est en train de penser le rebond. Et elle va inéluctablement rebondir. Rebondir sur le plan des idées, sur le plan de la cohésion, parce que c'est posé un problème de cohésion. Et cette cohésion, me semble-t-il, est en train de se faire. Mais par qui? Par des gens qui la représentent un tant soit peu? Par une intelligence collective comme ça Non, qui est par dans ceux l'air? Par ceux que tout le monde reconnaît, il faut le dire, mais il y a des figures qui ont émergé, des figures nouvelles, en dehors de celles que nous connaissons. Et qui Mais ont elles ne se disent pas elles-mêmes, ces figures représentantes du Hirak. Non, c'est pas elles ne sont pas en négociation, elles ne sont pas en consultation entre elles, elles ne sont pas j'allais dire, en discussion pour essayer de voir l'étape prochaine. Je crois qu'elles le font. Je crois qu'elles le font. Les nouvelles figures qui ont émergé, il y a des figures qui ont émergé, de nouvelles figures jeunes. Oui. Parlons pas de celles qui ont connu, je ne vais pas donner les noms, oui. Qui ont un passé, il faut le dire, un passé fait d'adversité, de conflictualité, de confrontation, etc. Les nouvelles figures, les nouvelles générations ne sont plus pas dans la confrontation. Et vous pensez que la gestation a abouti et que quelque chose de nouveau est né qui puisse se porter à la tête? Je le crois profondément, j'en ai la conviction. Et d'ailleurs, c'est un excellent point pour moi pour enchaîner directement sur ce qui vient d'être dit par Brahim et sur lequel je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais me permettre d'exprimer un peu mon désaccord avec Jamaldine sur le constat, parce que vous avez dit que nous sommes dans une impasse. Et moi, de là où je me positionne comme un élément de cette révolution, parce que tout le monde y est, je pense. Hein, tout le monde y est, ça dépend de la manière. Je pense réellement, et réellement je le dis, et je vais essayer même de donner un argumentaire posé sur ça, que nous ne sommes pas devant l'impasse, mais plutôt devant un seuil. C'est un seuil. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe maintenant en Algérie, vous avez parlé tout à l'heure dans l'édito, vous avez utilisé le mot l'inéluctable. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'inéluctable arrive
parce qu'on ne peut pas nier l'indéniable. Et qu'est-ce que c'est que l'indéniable en ce moment? Pour comprendre ce qui se passe en Algérie en ce moment, il faut se placer déjà sur un contexte mondial. Jamel Din, nous sommes dans une période de transition, de changement d'un modèle global déjà, au niveau mondial. Et en Algérie, nous sommes devant un seuil vers lequel l'Algérie est en train de changer profondément. Et lorsqu'on parle du régime qui est en crise en réalité, il est réellement en manque de ressources économiques, sociales, on le sait. Mais surtout, il est en manque de ressources historiques, culturelles, intellectuelles. Pourquoi? Parce que le modèle sur lequel ce système a été construit, il est en train de vivre ces dernières heures à l'échelle locale et à l'échelle mondiale. Le modèle des indépendances post-seconde guerre mondiale, des sociétés, des États avec indépendance territoriale, l'indépendance du territoire, le cas de l'Algérie, est en train de changer au niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'au niveau mondial, les États-nations, à l'échelle mondiale, déjà sont en train de subir un changement global qui est la notion même du territoire national. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un modèle de société ouverte. Je parle notamment avec le numérique. Nous avons actuellement, Jamel Din, des sociétés, Google par exemple, qui est plus puissante que beaucoup d'États. Et dont le territoire ne se limite pas aux États-Unis, mais c'est un territoire mondial. On voit la Chine qui interdit Google sur son territoire. Souveraineté numérique. Donc on a les États qui font face à une nouvelle conception des choses. Et là, lorsqu'on revient, quand on se place dans ce contexte mondial, lorsqu'on revient à l'Algérie, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pour Google, elle ne l'interdit pas. Elle le manage. Elle le gère. Elle le gère avec des logarithmes qui permettent de laisser les Chinois consulter certaines informations et pas d'autres. Donc, il y a cette notion de... C'est ce qui se fait en diplomatie. Le contrôle. C'est le contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de sa souveraineté sur son territoire numérique, qui s'étend au-delà de la Chine. Absolument. Donc, c'est des notions compliquées. En tout cas, quand on se place dans ce contexte mondial, on revient à l'Algérie, qu'est-ce qui se passe? On a un système qui est post-seconde guerre mondiale, c'est-à-dire il est jaloux de son territoire. Même lorsqu'on voit l'armée maintenant, comment elle gère, par exemple le Hirak, les accusations, c'est atteinte à l'unité nationale, des choses qui datent quand même des années 60. Donc, qu'est-ce qui se passe en Algérie? L'Algérie est en train de changer de modèle de société. Et la révolution, et c'est en cela qu'elle est révolutionnaire, la révolution pacifique, elle est justement en train, c'est l'expression de ce changement inéluctable, pour reprendre votre terme. Parce qu'il y a le fait qui est indéniable, c'est que le monde est en train de changer. En Algérie, le modèle de société va changer. Et au niveau mondial comme au niveau local, les sociétés à venir sont des sociétés de l'ouverture et surtout des sociétés basées sur les sociétés civiles. Pas sur le contrôle militaire, sur les sociétés civiles. Et en Algérie, on a d'un côté une société civile qui va naître. Et nous serions comme M. Jourdain, nous sommes en train de changer sans le savoir nous-mêmes? Oui, en fait, on est en train de... Les observateurs le savent déjà, et je pense que il y en a qui ne sont pas encore conscients du changement. Et le système, il est dans ça, il est dans le déni de réalité. C'est comme le déni de grossesse. La société est enceinte en ce moment. Une nouvelle Algérie, pas celle du régime. Un nouveau modèle de société va naître. Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses de cette manière, parce que qui est dans la résistance maintenant? C'est le régime qui est dans la résistance. Le régime résiste au changement, résiste à l'histoire, et il va s'effondrer. Parce que l'histoire, sa marche est inéluctable. Et nous aurons l'occasion d'en parler, parce que il faut se positionner, savoir d'où voir les choses. Très bien. Je pense que c'est très intéressant ce qu'ont développé mes camarades et amis. Je pense que la lecture de la situation politique en Algérie et de la réaction Hirak et de la révolution du Hirak peut se lire sur différents aspects. Il y a l'aspect géopolitique et l'aspect transformation sociétale mondiale. Moi, j'ai toujours rappelé que la jeunesse algérienne ou les Algériens ne vivent pas en dehors et en vase clos. On vit connecté avec les différentes interconnexions numériques, la communication mondiale. Il est vrai qu'on vit des crises de territorialité, des crises, on le voit de manière beaucoup plus exacerbée en Occident, puisque justement, il n'y a pas tout ce potentiel-là national que nous, on a acquis tout récemment, 54-62.
C'est-à-dire qu'en Europe, on peut parler maintenant d'Occident ou de global, Occident global ou de Nord global. Certains, comment on appelle ça, les post-coloniaux parlent de Nord global et de Sud global. On peut voir les choses ainsi, mais exacerber cet aspect-là de l'analyse pourrait avoir, juste pour mettre un bémol justement et pour rendre la discussion plus constructive, peut avoir un biais. Parce qu'en réalité, le régime peut dire que nous ne subissons pas une panne de gestion de l'État, nous subissons uniquement des transformations sociétales normales, alors que ce n'est pas le cas. En plus de ces transformations-là sociétales qui font que le jeune hirakiste de 20 ans qui est connecté avec Facebook et avec les réseaux sociaux ne peut pas être compris par un Chenguereha qui ne comprend pas tout cet univers-là, en plus de cela, il y a quand même la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance qui a gangréné le pays depuis 1962. Et je pense que resituer aussi le focus sur les problématiques locales, et moi je parlerai de crise systémique. C'est-à-dire que ce régime-là, depuis 1962, est en crise systémique. Et ce qui s'est passé récemment avec les élections législatives sont complètement, frappants. C'est-à-dire qu'il avait une occasion, ce régime-là, de se recréer une nouvelle façade politique avec certains partis qui n'ont pas participé aux joutes électorales et aux différents manèges électoraux, on va dire ça comme ça, avant, mais il a manqué cette occasion. Il a montré qu'en réalité, c'est ce que vous avez dit dans l'éditorial, il est dans un réflexe de protection, de se mettre dans une carapace, de se dire qu'en réalité, alors qu'il avait tout à gagner, moi je pense que le régime avait tout à gagner de mettre de nouvelles têtes issues du Hirak, et il y avait certaines parties qui étaient plutôt proches du Hirak, je ne vais pas citer les noms, puisqu'on n'est pas dans des attaques ad hominem ou contre des partis ou contre des personnes, je parle plutôt de crise systémique, c'est-à-dire ce système-là aurait pu profiter de cette situation-là, comme ça a été fait en 1999, en faisant rentrer des gens extérieurs au pouvoir en disant « je suis là pour réformer », comme disait Bouteflika. Mais force est de constater qu'en réalité, ils n'ont pas saisi cette occasion. Et en plus de cela, en plus de ne pas saisir cette occasion politique, en plus de resservir le triptyque fatigant du FLN, RND, MSP, en plus de tout cela, la crise systémique des ressources, je parle maintenant plus des ressources humaines, des ressources pétrolières, gazières, fait qu'effectivement, l'inéluctable va arriver. En plus de toutes ces crises, c'est-à-dire si on prend de manière globale, on a effectivement la crise de fracture sociale que vit aussi l'Occident entre... C'est pour ça que dans les mouvements sociaux, on a vu Occupy Wall Street, on a vu les indignés, on a vu les gilets jaunes, c'est-à-dire les partis politiques ne peuvent plus être des outils. Et tout cela, c'est lié au numérique, à l'individualisation. On a vu aussi la toute récente abstention en France du premier tour. C'est aussi lié... C'est dans l'air, quoi. Moi, je pense qu'on vit, comme il y avait l'ère du fer, on vit l'ère du numérique. C'est-à-dire qu'il y a une transformation mondiale. Et elle touche l'Algérie aussi. C'est pour ça que les personnes... Et je vais faire rapide, comme ça on peut continuer la discussion. C'est pour ça que les personnes se disent que pour que j'accède à ce monde-là politique, avant, les outils de socialisation étaient les partis, les syndicats et ce genre de choses. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc il y a même... La politique doit être repensée. Alors, je ne crois pas du tout que c'est les militaires qui ont... Je ne veux pas faire de jeunisme ou de... Voilà, dire que les personnes plus âgées ne peuvent pas maîtriser, mais ils ne maîtrisent pas du tout ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, il y a une crise systémique de gestion, même classique, parce que le FMI dit qu'on a besoin d'un baril à 169 $ pour combler le budget de 2021. Le pétrole, il est à maximum 74 $. Je finis sur ça. Difficulté à régénérer le système qui avant pouvait se régénérer de manière protéiforme en prenant des gens qui n'étaient pas étiquetés comme étant dans le système. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ça, ou ils ne savent plus faire ça, ou ils ne veulent plus faire ça. À la limite, moi, ça m'arrange, parce que ça accélère le processus de dégradation. Donc, en réalité, lorsqu'on dit qu'on pourrait ensuite aussi parler de ce qu'appelaient les marxistes la bourgeoisie comprador, parce qu'il avait fait référence à cela en disant qu'il y a des riches qui sont liés à des intérêts mondiaux. Oui, c'est aussi une grille d'analyse en disant que ces riches-là n'ont pas intérêt, même si c'est une caisse de généraux, on ne peut pas parler de bourgeoisie indépendante du château.
on voit... le comprador dans le sens surtout qu'elle ne produit pas de richesse. Produisent rien, voilà. Ouais, on appelait la bourgeoisie comprador, c'était la ouais. bourgeoisie d'Amérique latine qui vivait du commerce au niveau des ports, etc. Absolument. Donc les nôtres, avec la politique de l'import-import, ça le correspond très bien. Je ne sais pas si ça a été conceptualisé déjà avant, mais je mets le copyright si ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, ce mélange-là, ce mélange explosif, il commence à ne plus tenir, et c'est pour ça que il ne faut pas désespérer du Hirak. Au contraire, c'est la seule solution, parce que l'intelligentsia politique n'est vraiment pas du tout armée intellectuellement à faire face aux défis dont parlent mes camarades. Et c'est très bien, vous m'amenez tout naturellement à la transition que je voulais faire, parce que vous êtes tout à fait d'accord, que réellement c'est une révolution en marche, que c'est plus qu'une gestation, c'est une attitude post-gestation, qu'elle est quasiment presque née, elle est déjà là, qu'elle est en quelque sorte en train de reprendre son souffle, qu'elle est dans une phase de respiration, elle respire en attendant de passer à l'élan suivant, et que le régime qui est à la manœuvre et dans les manœuvres n'est plus de ce monde, un monde nouveau qui est en train de naître et dans lequel il n'est pas et dans lequel il ne sera pas. Alors, nous allons écouter M. Tebboune pour avoir une idée de la nature de ce régime qui est dans le déni, qui est dans la mythomanie, qui est dans la fuite en avant et tout simplement dans le mensonge face à une réalité de plus en plus pressante. Nous allons écouter M. Tebboune et nous revenons à la discussion. المواطن بالاخص ابنائنا وبناتنا في الامتحان الجاي ان شاء الله تاع البكالوريا تكون فيه امور تقنيه هو ما يشعرش بها ما تمس الانترنت ما تمس الامور هذه ما تمس يعني ابتداء من الباك القادم الباك القادم تكون فيه في استعمال وسائل تقنيه عصريه أنا الأموال تسترجع معروفة راها في البارادي فيسكو معروفة راها في استثمارات هنا وفي الخارج معروفة في ممتلكات معروفة ومعروفة ومعروفة لكن سمعت وين راه الجزائري منهم انتوما اللي سمعش واحد يقول باش نستثمروا 200 مليار في الولايات المتحدة في وقت ما وفي التلفزيون أنا نقول لك استرجاعها ممكن وممكن جدا رغم أني سمعت تعليقات بعض المنشطين في التلفزيون كيفاش وفيه آليات وفيه عارف الآليات عارف تنظيم المجتمع الدولي وعارف كيف تسترجع الحقوق لما تكون عندك مصداقية وتكون قوي الضعيف ما يسمع لك الكلام تاعك ما يفوتش المياه الإقليمية تاعنا نعرف منين نجيبها نعرف وين راها موجودة نعرف منين نجيبها عارف المكان؟ الأماكن مش المكان أنا ملتزم باش نقص ولا نحي نهائيا ضرائب على 30,000 دينار ولتحت الميزانية تاع الدولة غادي تخسر 10 ملايير 15 مليار 20 مليار دينار كاين منين نجيبها كاين نجيبها من اللي عنده البابور واللي عنده الطيارة واللي عنده هذه واللي عنده Nous avons beaucoup insisté sur une infinité d'autres déclarations, comme par exemple lors des présidentielles qui l'ont porté au pouvoir, où il avait dit ceux qui ont voté sont la majorité, ceux qui n'ont pas voté sont la minorité, et des tas de choses dans le genre. Ceci étant dit, et personne parmi nous, je crois, n'oubliera que M. Tebboune n'est que la partie visible, la façade Potemkin du véritable pouvoir, un pouvoir tout à fait opaque, dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il y a tout le temps des guerres de clans, des tiraillements, une visibilité absolument incroyable, une invisibilité absolument incroyable. Alors, d'après vous, la crise étant là, comme l'a dit Ibrahim Younsi, la crise est là, elle est là, il n'y a aucun doute là-dessus.
le régime est en fin de ressources réellement en fin de ressources. Il n'a plus les moyens de ses méthodes, qui sont l'achat de la paix sociale, la corruption de masse, l'arrosage des cercles concentriques qui sont autour de lui et qui lui font barrage contre le peuple algérien, et un Hirak dont vous nous dites qu'il est bien là, bien qu'il ne donne pas des signes de s'organiser, de perspectives, d'agenda, de feuilles de route. Comment ça va se passer? Quelle est la suite des événements selon vous, Sibrahim, en l'occurrence, ça veut dire avec tous les ingrédients qui sont en place? Si vous permettez, je reviens juste 2 secondes sur l'échange entre nous. Bien sûr. Et sur une expression que vous avez employée. Vous avez parlé des incapables militaires. L'oligarchie des militaires. Oui. L'oligarchie des militaires. Alors qu'il y a une oligarchie des incapables. Il n'y a pas que les militaires. Il y a une véritable oligarchie des incapables. Ça veut dire des incapables qui auraient la réalité du pouvoir? Moi, comme ça, je comprends oligarchie. C'est la réalité du pouvoir. On peut parler d'une oligarchie militaire parce qu'elle a le pouvoir. Mais elle est incapable de toutes les façons. D'accord. Elle est incapable. Oui, c'est vrai. Elle est entrée dans l'incapacité. Et effectivement, la crise est là. Et Jean Monnet disait que le peuple ne se résout au changement qu'au moment des crises. C'est la crise qui pousse au changement. Parce qu'il y a crise, il y a changement, il doit y avoir changement. Et le peuple algérien n'est pas un imbécile. Il sait qu'il y a crise, et une crise multiple. Donc il veut absolument le changement, et il est l'opérateur du changement, par la révolution qu'il est en train de mener. Même s'il y a une panne dans la révolution, et cela peut arriver, vous réparez la panne, et la panne se répare, et elle est en train de se réparer. Si panne il y avait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait. Mais Brahim, si je me permets de vous interrompre, parce que vous avez soulevé une question très importante. La crise peut induire des changements parce que c'est une crise. Mais est-ce que vous ne craignez pas que les changements induits par une crise qui déboule, qui arrive fortement, c'est un véritable tsunami de misère, excusez pour le pessimisme, est-ce que le Hirak ne pourrait pas en subir les effets et se transformer de vastes revendications politiques en vaste colère de la rue, parce que poussé à des extrémités, poussé à la précarité, à l'indigence? C'est possible, mais permettez-moi de vous dire que je ne suis pas Pythonis, ni un mystagogue. Donc je ne peux pas prévoir. Mais effectivement, si on voit les révolutions qui se sont passées ailleurs, ça s'est terminé presque toujours par effectivement des révoltes populaires. Qui peuvent virer à la violence. Oui, mais quand la population, et ça nous pend au nez, manque de pain, manque de lait, manque de tout, manque d'eau. Oui, manque d'eau. De soins. Absolument. Tout le peuple algérien a besoin de tout. Oui. Et de plus en plus de catégories sociales sont touchés par ces besoins qui deviennent de plus en plus pressants, de plus en plus prégnants. Absolument. Alors que le pouvoir, lui, comme les vagabonds de Brecht, Vladimir et Ostragon, attend Godot. Et Godot, c'est le prix du pétrole. C'est le marché pétrolier. Alors que, sinon, les États-Unis, parce qu'il faut le dire. Pourquoi les États-Unis? L'endettement? Non, parce que ce sont les États-Unis, qu'on le veuille ou non, qui décident de l'augmentation ou de la diminution du prix du pétrole et du gaz. Selon leurs intérêts. D'autre part, mais c'est aussi des punitions. Quand les États-Unis veulent punir... Pour réguler le monde, en fonction de leur agenda personnel. Absolument. Quand les États-Unis veulent punir l'Europe occidentale, qui est majoritairement importatrice de pétrole, donc elle augmente les prix, ou ils augmentent les prix, les États-Unis. Quand ils veulent punir
la Russie, l'Iran, le Venezuela, Ou pousser à la crise, oui, mais aux affrontements. C'est ça les punir. Oui. C'est cela les punir. Ils feront baisser les prix. Or, aujourd'hui, il faut le constater, même si c'est faible, et vous l'avez dit il y a un instant, que le prix du pétrole est à la hausse. Il est à 74, 75. C'est conjoncturel. Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a d'autres spécialistes qui Parce disent que la autre lame de chose. fond, c'est quand même la baisse de... Oui, mais il y a d'autres qui disent le contraire. Hein, j'ai lu un certain nombre d'experts qui disent le contraire. Mais tout cela est à voir. Tout cela est à voir. Il est à la hausse en tout cas. Conjoncturalement, voilà. Il est à la hausse. Il est à 74, 75 $. Ça ne suffit pas pour ce régime Non, qui en a fait sa rente c'est monoressource. bien sûr. Ça ne suffit pas. C'est insuffisant. Mais sur la question de la monoressource, on peut y revenir, parce que cela dure depuis... 62. Oui, bon. Même en 62, on n'avait pas la maîtrise des hydrocarbures. C'est vrai, Bon, c'est vrai. et ça, je peux vous chanter plusieurs chansons là-dessus. Oui. On n'avait pas la maîtrise des ressources. Parce que le pouvoir, qui est issu du coup d'État du 19 juin, a choisi une autre économie. Oui. L'industrialisation, il s'est lancé dans l'industrialisation, alors que le pouvoir précédent, au contraire, il priorisait l'agriculture. Oui. Hein, parce que le pétrole a été pris par l'équipe, les penseurs de Boumediene, etc. Beled Abdeslam, etc. compagnie, Et d'autres, notamment Destin de Bernis, qui a produit toute la théorie des industries industrialisantes. Parce qu'ils ont pris le pétrole comme secteur premier. Comme l'agriculture a joué le secteur primaire. On a pris le pétrole comme secteur primaire et pensé que l'industrialisation allait produire ce que les économistes appellent l'intensification des relations intersectorielles ou le noircissement du tableau des échanges. Or, tout cela, nous connaissons, et vous connaissez tout cela, on n'a pas besoin de le dire, parce que ça a été un échec patent à tout. Ça a été un travail d'apprenti sorcier, réellement. Mais aussi, et ça nous le vivons, les contradictions qu'il y a dans la société. Parce que qu'est-ce que l'Occident nous a vendu? Il nous a vendu effectivement de la ferraille, mais il nous a aussi transféré sa culture. Parce que le développement économique... Il nous a transmis sa culture, c'est trop dire. Non. Peut-être les ersatz de culture, hein, le marque de café... modernité. Ce que nous en avons fait nous-mêmes. Oui. Ce que nous avons fait. Nous avons eu un exode rural qui a inversé les proportions de la population. Mais le transfert, entre guillemets, le type de transfert de technologie, entre guillemets, à travers une pseudo-industrialisation, il y a un économiste... argentin qui s'appelle Sanchez Arnaud, qui a parlé d'un transfert, de la technologie a agi comme une nouvelle colonisation. Et cette nouvelle colonisation, nous la vivons encore. Oui. Nous la vivons encore. Et il y a quelqu'un, un économiste français, qui pour moi... c'est une dépendance en tout cas. C'est une dépendance très forte. Absolument. Un grand économiste français, c'est Serge Latouche. Serge Latouche qui a écrit un livre qui s'appelle L'occidentalisation du monde. Et toute production économique est une production culturelle en même temps. C'est le soft power. Oui, absolument. Hein? Une production culturelle. Mais pour revenir au débat de tout à l'heure, j'ai été un peu long. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec ce qui a été dit, mais je comprends les questions sociétales que vous avez posées. Mais chez nous, il y a 3 crises, me semble-t-il, si on peut le dire schématiquement de cette façon. Il y a la crise du système. C'est en cela que vous avez raison. Il y a une crise du système, ou ce qu'on appelle système chez nous. Parce que ça serait dédouané que de dire que c'est juste une crise mondiale. C'est ce que je voulais absolument. dire, j'étais d'accord avec lui. J'ai bien compris. Il y a effectivement une crise du système, si tant est que l'on peut parler de système chez nous. 2, il y a une crise grave de la démocratie, et cela, ça touche le monde entier. Et 3... Et là aussi, c'est dédouaner un peu ce régime, parce que c'est le crédité Non, d'être dans un climat général de... C'est très important, c'est très alors important. que le régime est foncièrement antidémocratique. Oui, mais c'est clair. C'est pas seulement un contexte mondial. Hein. Non, parlons pas de cela. Il y a une crise de la démocratie. Il y a une crise de la démocratie. Et surtout, et ça nous touche
de façon... Nous n'étions pas démocratiques pour avoir une crise de la Désolé, démocratie. dans leur propagande, ils utilisent ça. C'est-à-dire, il y a une crise de Oui, démocratie voilà. partout. Non, oui, Il y a une crise Et puis économique là, il faut partout. savoir que moi, je suis Oui, en train de parler pas en tant que chercheur, mais en tant que militant politique. Oui, oui. Donc moi, il faut que j'apporte la réponse. Oui, mais il y a cette crise-là. En Algérie, il n'y a pas de démocratie pour qu'il y ait une crise de la démocratie. Tout à fait, absolument. Il y a pas de Et là, démocratie je pour pense qu'il y ait une que démocratie. vous avez vraiment mis le doigt. Merci, Brahim Younsi. Parce que c'est de Et- là qu'il s'agit. Dans ce cas-là, on ne peut pas parler de crise mondiale démocratique. Oui, mais non, pas. C'est pas la même crise. Mais non, c'est pas du tout. Je vais développer. Et il y tout à a l'heure. ce qui nous touche, c'est effectivement la crise de l'État national. Voilà. Et il y a une crise. Moi, je de pense qu'au l'État contraire, national. le Hirak est en train, comme en Irak et au Liban, d'affirmer l'identité nationale. Entre Au l'État Liban, national, entre l'État national. On va en parler, oui. oui. Je sais pas. Oui, oui, oui. Après, je vous, Entre pose, je Après, vous ce sera demanderai plus- de nous, Ouais, nous entre dire l'État votre national- avis sur cette crise de l'État national. Entre On l'État va national réserver et l'identité nationale, c'est autre une chose. base, quand même, de ça peut construction être, du oui, foyer ça peut être, national. ça peut être cela. Ça peut être ça. Mais il y a une véritable crise de l'État national. Karim l'a dit tout à l'heure, parce que nous sortons de l'État westphalien. Voilà. Et il a cité tout à l'heure Google, Pour moi, ce serait une etc. volonté de décentralisation et un besoin, pas forcément Non, une crise non, d'État il y a une crise de national. l'État-nation, mais il y a un risque dans la destruction. Enfin, j'en parlerai peut-être de Oui. manière plus Oui, longue. oui, oui. Je laisserai. Nous allons Il y a- réserver un tour de micro à cette il y a- question, elle est très importante. Il y a aussi un risque, il y a un risque dans l'effondrement, parce qu'il y a un véritable effondrement de l'État-nation, de l'État national, parce que l'État national est marqué par quoi? Il est marqué par les frontières. Les frontières physiques. On le voit en Europe, il y a une véritable crise de l'État-nation en Europe à cause de l'Union européenne, Schengen, etc. Parce que les frontières physiques ont été levées. Et on revient à la conception romantique de la nation, la conception allemande de la nation. Et comment la nation aujourd'hui, notamment pour la France, c'est le vouloir vivre ensemble. Ce n'est pas une nation qui est fondée sur la langue, la race, le creuset la religion, français etc. Ben oui, de Noiriel, voilà. c'est pas seulement Noiriel, c'est bien avant Noiriel. C'est notamment Fustel de Coulanges ou Ernest Renan. Oui, Ernest Renan. Oui, ou Fustel, surtout, le maître de Renan, c'est Fustel de Coulanges. Et vous avez la notion romantique de la nation, c'est Herder, c'est Fichte, notamment. Donc nous sommes dans une conception aujourd'hui pour certains peuples, et on le perçoit dans les discours politiques et idéologiques, de la version fichtienne ou herdienne de la nation. C'est-à-dire que c'est l'âme collective des gens, c'est-à-dire quasiment la spiritualité, voire la religion, qui va rassembler L'âme de la nation. L'âme collective de la nation. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour cette histoire de crise de l'État national. C'est très important qu'on puisse en parler. Mais sinon, Karim. Pour revenir à ce que, et là je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'a développé Brahim Younsi sur les différentes dimensions de la crise. Parce que lorsque moi j'ai placé ce qui se passe en Algérie dans le contexte mondial, ça n'est absolument pas pour dédouaner le système ni de manière directe ni indirecte. Au contraire, c'est pour importer de nouvelles catégories, parce que il se positionnait en position de force. Parce que ce qui se passe en Algérie, il y a un enjeu de catégorie déjà. C'est-à-dire quand vous parlez par exemple de la crise économique. Moi je vous le dis, parler de la crise économique, c'est jouer le jeu du système. Ah bah oui, parce que si vous concentrez toute votre énergie à discuter de la crise économique, de la crise sociale, du manque de ressources, moi je vous dirais que les ressources matérielles, le système se débrouillera toujours et il a de belles années devant lui. Même en difficulté, il arrivera toujours à se débrouiller. Pardonnez-moi de vous pas tellement interrompre. d'accord. Moi non plus. Allez, j'en vais en parler. Pardonnez-moi, parce que la crise économique va rattraper tout le monde. Oui. Le régime surtout, parce qu'elle est inéluctable. Et le régime, il se positionnera comment dans cette situation? Comment il va pouvoir trouver un palliatif? Comment? Je vais vous dire. Lui qui ne sait faire fonctionner ce pays qu'avec la seule mono-ressource hydrocarbures. Comment pourrait-il
vous allez voir. Créer la richesse pour pouvoir sustenter. Il ne va pas créer de richesse. C'est là que je dis il ne faut pas tomber dans le piège. À moins de mettre le pays en concession, absolument, de le vendre aux Chinois. Mais c'est ça. Ce qui va se faire en Algérie prochainement. De le faire, hein. Non, oui, absolument. Mais c'est pas une solution. Oui, c'est pas une solution. Le système n'est pas dans la solution, Djemal dit. C'est pour ça que je dis la révolution, elle est dans la solution. La révolution, elle est dans la solution, dans la recherche de solutions. C'est la solution. Et elle aussi, c'est la solution. C'est pour ça qu'on revient toujours à l'État-nation. L'État-nation algérien, la nation algérienne qui est menacée. C'est pour ça qu'il y a la révolution. Le régime se positionnera en gestionnaire de la crise. Et il va trouver toujours, en mettant en vente, en bradant les bijoux de la couronne, il y a beaucoup de... En faisant par exemple, je vous donne une des pistes qui va être suivie, vous allez le voir bientôt, c'est la piste des multinationales. Ils vont pactiser à mort avec les multinationales. Et ça leur donnera toujours une marge. Ils vont opter pour les solutions chinoises en Afrique. On a tout avec ça. La loi des hydrocarbures, ils ont commencé à le faire. Mais voilà. Mais la révolution, pourquoi elle est en force? Parce que la révolution, comme on l'a dit, moi j'ai parlé de modèle de société. Je ne parle pas des... Nous, on n'est même pas encore arrivé au point de s'inscrire dans la crise de la démocratie mondiale, par exemple. On n'est pas arrivé là. Nous sommes dans un avant-projet de société civile. Ça, il faut vraiment le garder. L'Algérie actuellement, depuis 1962 jusqu'à présent, c'est un avant-projet de société civile. Et la révolution va donner naissance à la société civile qui est la solution. Parce que, qu'est-ce qui se passe en Algérie maintenant? Il y a une question centrale. C'est la question de la citoyenneté. C'est-à-dire que là, nous avons l'Algérien, pour reprendre tout à l'heure en attendant Godot, l'Algérien, il a rencontré sur son chemin Zarathustra. Il sait très bien que Godot ne viendra pas. Et l'Algérien maintenant veut être. Et donc, l'enjeu c'est quoi? On a un système qui veut garder l'Algérien dans la fonction objet. De l'autre côté, on a la révolution qui veut donner aux citoyens la fonction sujet. Donc maintenant, l'Algérien veut être. Et c'est pour ça qu'il y a cette crise de société. Soit la société civile émerge par la révolution, et soit le régime va retarder son émergence et sa naissance, va la retarder seulement en allant, par exemple, en créant des crises, parce qu'il est en train de créer les crises. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple d'actualité qu'on a actuellement et qu'on peut très bien comprendre sous cet angle. Nous avons les Algériens qui veulent être maintenant, sont en train de commencer à poser les valeurs d'une nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que fait le régime après le boycott? Parce que le boycott, c'était un message clair des Algériens. Nous ne sommes plus des objets. Nous ne sommes plus des objets. Vous ne nous imposez rien. Nous, on va dire non. On commence à dire non. C'est un boycott criard. Qu'est-ce que fait le régime? Le régime, il va dans la manipulation. Il invente des sujets polémiques. Il leur dit, ah tiens, on va repartir 2 siècles en arrière, on va chercher tel personnage historique, est-ce qu'il a fait ceci, il n'a pas fait cela. Pourquoi? Parce qu'il veut retarder, il veut nous maintenir dans le passé. Et là pour comprendre réellement, là, le citoyen veut être sujet. Et le sujet s'inscrit pas où? S'inscrit dans le présent. Alors, moi, je vais me permettre, sur ce que vous venez de dire, que nous sommes dans une phase de création d'une nouvelle société civile. Pourquoi est-ce que, qui t'a choqué, hein, pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt dans la création réelle de l'âme de la nation, ou de la nation elle-même? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui qu'en Algérie, la nation existe depuis, je ne sais pas quand, de 62, ou depuis 1830, ou depuis 1954. Je pense que c'est consubstantiel. L'un va avec l'autre. Est-ce que le Hirak est, comment dirais-je, dans cet élan de consolidation de la nation, ou de création de la nation, est-ce que la nation algérienne existe vraiment dans tous les attributs que devrait porter ce terme? Moi, j'aimerais bien vous en entendre parler. Justement, c'est pour ça que nous sommes d'accord dans les échanges que nous avons eus. C'est la révolution qui est en train de consolider le couple État-nation. Parce que jusqu'ici, nous avions l'État qui s'est affirmé en 62. Mais la nation, comme elle devrait être, c'est-à-dire la nation avec son âme, la nation où le peuple dit « je », où il a la fonction sujet, elle est en train d'être... Et où il adhère pleinement. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple concret. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège du système quand il nourrit le débat. Par exemple,
quand on regarde la crise actuelle, ceux qui se placent dans la révolution, je vous dis d'abord ceux qui se font avoir Ça y est, par le vous dites régime. la révolution, hein, Oui, c'est oui. plus le Hirak. Ah, Hein. tout à fait, mais je suis... Brahim aussi a fait des adeptes. Oui, oui, je Vous ne suis- évangélisez les gens. Ça y est. Bien sûr. J'allais dire, je ne suis le prophète de rien. Non, quand quelque chose Moi, j'accepte les deux, Hirak et révolution. Non, quand quelque chose est pertinent. Pour moi, c'était le Hirak qui s'est transformé en révolution. Ceux qui sont maintenant dans les catégories du régime disent que peut faire l'État face à cette crise. Ceux qui sont dans la révolution disent que peuvent faire les Algériens. Ouais. Parce que l'État-nation se construit sur... Et c'est là que je reviens au modèle global. Parce que dans le modèle global, Google, est-ce que Google il a une armée? Non. Mais ça Pas pourrait d'armée. venir. Est-ce- Ça pourrait venir. Il a de l'argent. Ouais. Et voilà, il a le fer, il a la valeur ajoutée qu'il a. Donc l'Algérie... Et l'intelligence. ça- Voilà. C'est ça, c'est l'Algérien. L'État-nation doit se construire sur l'Algérien. Et donc la solution, elle ne viendra pas de l'État, elle viendra de l'Algérien. C'est pour ça que maintenant, continuer à fermer tout, c'est retarder l'avènement de l'Algérie que nous souhaitons. Ben, Anis et puis Brahim. Je voulais juste Ah, monsieur- sauf si c'est... oui. s'il le permet. Oui. S'il le permet. Alors C'est nous juste- allons inverser le tour de micro. Oui. C'est à vous, Brahim, et puis ce sera... C'est juste Oui, allons-y. pour Karim, qui aime beaucoup Nietzsche, parce qu'il vient parler de Zarathustra. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons un moment avec ce qui s'est passé, tu as fait allusion là-dessus en douce. C'est la philosophie au marteau de Nietzsche. Tout à fait. Merci. C'est la philosophie au marteau. Donc, Le crépuscule des idoles. absolument, absolument. Nous sommes dans la philosophie au marteau. Quant à l'État-nation, parce qu'il s'agit de cela, l'État-nation algérien, je ne crois pas qu'il puisse être fondé sur une âme collective, parce que cela nous mènerait loin. Peut-être que ça nous mettrait en plus en crise. Qu'est-ce que nous partageons ensemble, en dehors de cette âme collective que les romantiques allemands ont utilisée, et on sait ce que ça a donné. Il faut que les choses soient concrètes. Qu'est-ce que nous avons partagé ensemble? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, en dehors de l'histoire, etc., qui nous rassemblent, même si on essaye, d'où cette philosophie au marteau, de casser l'histoire, et les figures de l'histoire algérienne, etc. Souvenez-vous... Ce qui est en train de se passer en ce moment même. Absolument. Et que beaucoup considèrent comme étant un coup tordu des services pour fracturer encore plus une cohésion naissante. Oui, et la nation elle-même, casser la nation. Souvenez-vous de ce propos de Farhat Abbas en 1936, l'article qu'il avait écrit, où il niait l'existence de la nation algérienne. Je ne vais pas citer toute sa tirade. Oui, mais c'était un contexte très Non, je suis différent, d'accord très avec vous. particulier. Je suis d'accord avec Parce que ça vous. risque de le présenter Non, comme étant le non, gars qui non, a non, un renégat, non. mais ce n'est vraiment pas le cas. Non, ce n'est pas D'ailleurs, du tout... tout le monde à cette époque-là parlait d'assimilation plutôt que d'indépendance. Oui, mais les ulémas aussi, peut-être oui, je suis faut-il le d'accord. préciser. Sauf le PPA, il faut le dire. Sauf le PPA, mais ce n'est pas au contraire. C'est lui, mai 45, qui a fait basculer. Au contraire. Parce que Abbas a retrouvé ou trouvé la nation algérienne. Parce qu'il s'est battu pour elle et il était prêt à mourir pour elle. Absolument. Donc ce n'est pas... Ce n'est que justice que de le reconnaître. Mais oui, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître. Pareil que l'émir Abdelkader et Oui. d'autres, ça On ne peut dépend des pas, contextes non, historiques. Absolument. J'ai un immense respect, j'ai eu d'ailleurs le plaisir de le rencontrer en 1974 et en 1976 je suis parti à cause notamment de l'arrestation des 4 dans lui en 1976, alors que je ne les partageais pas du tout, leurs opinions politiques et idéologiques. Mais j'ai eu avec Abbas, quelques minutes d'entretien, mais bon, c'était un grand homme, qu'on le veuille ou non, et un homme qui, voilà, même malgré les divergences idéologiques qu'il pouvait avoir. Mais c'est un homme, effectivement, qui a retrouvé la nation et il donnait une signification à la nation algérienne, à la fois sur le plan objectif, mais c'est aussi sur le plan subjectif, le vivre ensemble, le devoir de vivre ensemble, le désir de vivre ensemble. Et il a développé cela. Et nous avions Maurice Thorez,
qui avait parlé de la nation algérienne comme d'une nation en formation. Et l'État national algérien s'est imposé à l'ordre international. Il s'est imposé à l'ordre international par la lutte de libération. Oui. Pas que. Non, pas que, mais il s'est imposé. Il a su faire des alliances aussi. Oui, oui, non, mais c'est surtout par sa lutte. Hein, essentiellement. Il y avait Kennedy, il y avait... Oui, mais ça, oui, mais enfin, je crois que... Mais c'est important, c'est du lobbying avec Schindlerley à New York. sûr, Mais est-ce pour autant que la nation s'est réellement formée? Mais justement, la nation, Pardon. La nation s'est formée. La nation s'est formée. Mais c'est le pouvoir. Ce n'est pas ceux qui revendiquent telle chose ou qui sont dans le séparatisme, qui abîment ou qui ont abîmé la nation. C'est le pouvoir illégitime qui a abîmé la nation. Pourquoi? Comment? D'abord parce qu'il a assis la nation sur certains critères objectifs, en niant d'autres critères objectifs. Et en extirpant certaines valeurs du cœur même de la nation. Oui, justement. Justement. Donc, en faisant de la nation simplement des critères objectifs et certains critères objectifs, en niant d'autres critères objectifs qui ressurgissent aujourd'hui, Absolument. qui ressurgissent et qui... En manipulant certains concepts. Oui, en mais islam, bien sûr. Par exemple, entre autres. Mais bien sûr. Mais évidemment. À des fins scélérates. Bien entendu. défense scélérates. Bien entendu. Mais... Oui. Allez, vas-y. Oui, Anis. Moi, franchement, c'est un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. J'espère qu'on aura beaucoup d'émissions. Tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est partagé. Ouais. Et moi, je me situe clairement dans la vision gramscienne de la lutte. C'est-à-dire, Antonio Gramsci a modélisé, il a conceptualisé la logique d'intellectuel organique. Moi, je me situe comme étant dans cette logique-là. C'est-à-dire, je suis là, El Maralbia, pour donner des coups au régime. Voilà. C'est-à-dire intellectuel de combat. Donc c'est résolument... C'est bien de le préciser, parce que beaucoup de gens pensent qu'intellectuel organique, c'est péjoratif. Ah non, du tout. Ce qui ne Ça a l'est été pas du tout par, dans la bouche de Gramsci. Au contraire, c'est quelqu'un qui utilise ses connaissances pour le combat. Absolument. Et pour moi, je me situe dans ça. C'est pour ça que je disais que j'interviens en tant que militant politique et pas en tant que chercheur à l'université, parce que je pense que c'est deux postures différentes. C'est pour ça que, dans mes arguments, je peux être tout à fait d'accord avec mes camarades, mais je vais mettre l'accent sur quelque chose pour répondre et pour éviter que mes propos soient déformés et utilisés à des fins de propagande. Donc pour moi, on est dans un ring, dans cette révolution, on est là pour combattre. Ça n'enlève rien à la qualité de ce que mes camarades disent, même si j'ai une autre approche. L'État-nation. L'État-nation est très divers en réalité. Il y a le modèle jacobin français basé sur une langue, une nation, donc l'État-nation moderne. Il y a le modèle allemand basé sur les langues, sur un certain fédéralisme. Suisse, je ne pense pas que les Suisses partagent quelque chose ensemble, si ce n'est la volonté de payer des taxes et d'avoir une redistribution de ces taxes-là et d'avoir vous êtes un peu dur. des services sociaux. Je provoque exprès. Je provoque exprès, mais eux-mêmes parlent de la formule magique qui nous fait tenir ensemble. Et de quelle manière? De quelle belle manière? Bien sûr, la Belgique a vécu 2 ans, parce que quand on parle de crise liée à l'identité, à cause des crises identitaires, la Belgique a vécu 2 ans sans gouvernement. Oui. Ils ont tenu ensemble, et je ne pense pas que c'est le fait de partager l'amour des moules frites ou ce genre de choses, ou de Brel, qui les fait tenir ensemble. Un Flamand n'a absolument rien à voir avec un Wallon. Oui. C'est pour cela que je tempère un peu la vision État-nation romantique qui se baserait sur un mythe. Bon, en Europe, ils ont utilisé le mythe de la Renaissance, qui lui-même tire ses origines. Donc on peut parler d'une nation helléno-chrétienne pour la France, parce qu'il y a l'inspiration romaine aussi, chrétienne, hellénique. Donc, parce qu'ils ont recherché dans leur histoire grecque pour pouvoir... D'ailleurs, l'Europe, c'est un dieu ou une déesse grecque. Donc pour pouvoir construire tout cela. Mais on parle bien de mythe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui y réfléchissent. Mythe fondateur. C'est une action humaine, ça ne vient pas de soi. Et puis après, on a les États post-coloniaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de le Mali, qui a une partie de son territoire, et d'ailleurs c'est très contemporain, et je vais essayer de redescendre un peu pour redonner d'écho à ce régime, parce que c'est comme ça, je pense qu'il faut fonctionner, utiliser le savoir pour donner des coups dans un ring politique. Le Mali est une de ces parties qui est culturellement plus proche des Touaregs et qui est Touareg. Est-ce qu'il doit faire nation ou pas? Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'un peuple? Donc tout cela, ces questions-là,
nous traversent en même temps que des crises systémiques nous traversent et en même temps qu'il y a une manipulation de la part du régime pour pouvoir diviser. Pourquoi j'ai dit que cette révolution-là a réellement ancré l'identité nationale? Parce que lorsqu'on compare au Liban, je pense que cette vague de révolution qu'on a vue en 2019-2020, le Liban n'a jamais réellement fait nation. C'est venu de la division de Sykes-Picot et à un moment donné, se sont dit, ce territoire-là, bah, il appartient à la France, etc. Mais Et après, c'est devenu le Lebanon. ils ont compris. Ah, c'est devenu. Oui, oui. Ils ont compris pragmatiquement que c'est l'outil nécessaire, comme les Suisses, et comme, c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique pragmatique. Il n'y a pas que la logique romantique de se dire que nous partageons un foyer culturel commun. Non, ça peut procéder d'autres logiques. Ça peut Mais procéder est-ce d'une logique. que ça ne peut pas procéder de la logique de la colonisation française en 1830, qui a, à ce moment-là, enfermé, malgré eux, des populations qui n'étaient pas forcément C'est des arguments de ensemble, Farhat Mhenni, en plus, mais ce qui genre sont, non, d'argument. mais qui, contrairement à l'argument de Farhat Mhenni, Non, mais qui c'est sont pas contre vous, devenus, enfin, qui sont devenus ces populations, Ouais. après avoir été enfermées dans un système carcéral colonial, sont devenues une nation de par leur aspiration à la libération. Sauf que si on réfléchit bien, dans l'histoire, toute cette région qui part de la Libye jusqu'à la Mauritanie est homogène. Donc pour moi, ces questions-là ne se posent pas. C'est une question de falsification de l'histoire. En réalité, c'est une question de non prise en compte au fait, au milieu de cet espace-là nord-africain. Il y a toujours eu un petit côté à l'est qui s'appelait Carthage, qui ensuite, à travers les beyes, etc., est devenu quelque chose qu'on appelle La la Numidie. Tunisie. Ensuite, il y a eu la Numidie, Jugurtha. Il y a eu la Mauritanie, césarienne, etc. Tigitane, Sitivienne, qui ensuite, étaient des donc, entités donc on- à part. Hein, Donc, il y a toujours eu 3 entités. Donc, il n'est pas délirant de se dire qu'il y a eu une continuité depuis Jugurtha en Afrique du Nord, centrale, et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont refusé la diabolisation de l'histoire berbère au sein de la guerre de libération, qui ont utilisé cette histoire-là de Jugurtha en disant c'est la proto-Algérie. Donc en réalité, ce problème-là en Algérie, pour moi, si on met très clairement les choses à plat et qu'on accepte notre histoire, c'est-à-dire une histoire plurimillénaire, on a de quoi faire, et c'est pour ça qu'on est acteurs nous-mêmes de ces changements-là, on a de quoi faire quelque chose de très solide. Et en réalité, comme Avec tout le monde. Avec tout le monde. Et Avec tous les apports culturels, linguistiques, j'allais même dire ethniques. Comme disait Mouloud Mehdi, moi je ne les crois pas Arabes, qu'il- je ne les crois pas Arabes qu'il y ait- qui sont unanimement rejetés par une partie d'une certaine culture, ont bel et bien existé dans ce pays. Je ne parle pas après, de la colonisation de la ou même manière qu'il y a eu des Foutuhats, Arabes à hein. Malte ou en Sicile. Hein. Ah, ça ne veut pas oui, dire mais- que l'État maltais est un État arabe. Enfin, je veux Ouais, dire... ouais. Pas de la même manière. Pas parce de la que même manière, mais leur langue, leur le langue, Maghreb, c'est oui, un oui. maghrébin en fait. Oui, oui. Donc dans ce cas-là, avoir des Arabes quelque part, l'Andalousie aussi, mais ça n'en Oui. fait pas Oui, mais une en région Afrique arabe. du Nord, l'apport arabe, Il est important, bien sûr. l'apport Beni Hilal et Beni Soleil Oui, et Bani est Maqil énorme. aussi, Bani Est Maqil. énorme. Alors qu'aujourd'hui, il procède d'un déni. Très Khabar, je vais C'est pour conclure ça que juste et j'ai je vais dit, relancer. c'est pour ça que j'ai dit, avec tout le monde, avec toutes les cultures, Non, toutes les dans le ethnies. sens, moi j'ai une vision qui ressemble à celle de Ma'amri. C'est-à-dire, Ma'amri parlait d'un tissu nord-africain qui avait plusieurs formes, qui avait plusieurs nuances de couleurs, mais en réalité, c'est le même peuple. Absolument. C'est-à-dire que malgré les variations, malgré les changements, quand on parle par exemple et là on va remonter dans le mythe et dans les croyances, quand on parle de Anzar, quand on parle de Yennayer, Yennayer existe dans des régions arabophones, ils ne savaient pas Oui. que c'est une L'Ouest, culture par exemple. berbère. Oui, voilà, ils font comment on appelle ça? Ils mettent des bonbons, etc. pour leurs enfants, sans savoir qu'en Yennayer, réalité... moi, je l'ai découvert à Sidi Blabas. Voilà, En et vous pouvez aller à 1979. Chlef, etc. Oui, oui. Ça existe. Maintenant, je vais juste finir et je laisse la parole. J'ai été un peu long sur ça. Mais Lara, vous m'avez emmené dans des sujets intéressants, je ne pouvais pas rester sans intervenir. C'est-à-dire, qu'elle soit une vision romantique, idéaliste, pragmatique, pratique, je pense qu'on a de quoi faire en Algérie et on a de quoi faire une belle nation et on a de quoi faire même une Afrique du Nord très forte parce que pour moi, culturellement, homogène dans sa diversité.
Karim, et ce sera le dernier tour de micro sur cette thématique avant J'aime bien- d'aborder un j'aime- côté j'aime un bien peu plus aujourd'hui, factuel. on a Oui, quand Brahim, même- aussi, on a d'accord. eu quand même une constance dans le débat et ça monte en crescendo parce que dans les échanges, on est en train d'épuiser vraiment le sujet, c'est bien parce que Épuisé, c'est trop dire, hein, un tel sujet. pas épuisé, mais on va creuser, oui, oui. creuser en profondeur Oui. parce que de fil en aiguille, on est en train de monter et on est en train en fait de faire sortir l'animal, si vous me permettez l'expression. Oui. Parce Mais c'est que, bien, je parce crois, que le diable, de pouvoir aller dans, tout ces, à fait, tout à dans fait. ces tabous, j'allais dire. Parce hein. que le diable est dans les, Dans les détails. détails, mais en politique, il est dans les catégories. C'est toujours une question de catégorie. Parce que, par exemple, si vous abordez, par exemple, la question de la nation avec les catégories de l'identité, par exemple, c'est un combat d'arrière-garde, c'est des catégories coloniales, post-colonialité. Vous êtes dans l'avant-projet de société. C'est-à-dire, c'est un débat qui ne mènera nulle part. C'est pour ça que moi, j'ai commencé par inscrire la révolution pacifique du Hirak dans le contexte mondial. Parce que dans le contexte mondial, il n'y a pas de crise d'identité. Il y a une crise de citoyenneté. C'est différent. D'accord. La crise de citoyenneté est liée, et c'est ce qui traverse l'Europe en ce moment, est liée à des catégories de droits, à des catégories purement politiques de droits. Par exemple, en France, en Allemagne et tout ça, on voit les débats sur, par exemple, la primauté du droit européen sur le droit national, du droit national sur le droit européen. Si vous regardez, par exemple, la nation française en ce moment, permettez-moi de le dire, elle n'est pas composée que de Français. Loin s'en faut. Il y a les immigrés. Les immigrés, ils ont un statut. Un quart des Français sont d'origine Tout à fait. Donc, non française. la catégorie de l'identité, c'est une catégorie d'arrière-garde. Là, on voit comment... la question qui se pose en ce moment, c'est comment faire société. Et faire société, la nation, les nouvelles nations, si vous voulez, se font sur la citoyenneté. Et c'est pour ça que... C'est là où il y a la... C'est ce que je disais, en et fait. c'est- et On c'est n'est pas là- obligé d'avoir Non, en fait, un comment- récit... Oui, mais si vous vous positionnez, par exemple, dans les catégories, je vous dis, par exemple, si vous mettez le thème de l'identité comme thème central, là, je vous garantis que... Parce que quand vous voyez les études, par exemple, européennes, moi, j'ai accès à certains instituts, je vois comment ça se fait. Allez regarder la littérature. Dans les instituts destinés pour les études africaines, pour les études maghrébines, les études africaines, la catégorie principale, c'est la catégorie de l'altérité, de l'identité. Allez voir. La violence coloniale a provoqué un retour identitaire. Non, pas du tout. Allez étudier en Europe, parce que l'Europe... Les post-colonial studies, tu connais? Oui, absolument. Voilà. Les post-colonial studies, c'est la meilleure manière, justement, de faire durer le colonialisme encore et encore. Pas forcément, je ne suis pas d'accord. Je vous garantis. Je suis pas d'accord sur ça. Parce que, et c'est quelque chose vraiment que... Mais c'est légitime de c'est un vouloir autre construire débat. quelque chose, hein, Ouais, c'est ouais. humain. Parce que justement, le colonialisme, je l'ai juste, il a été fondé en Algérie, pas que sur les enfumades, etc., sur la violence physique, mais sur la destruction du continuum Vous identitaire parlez toujours des culturel. outils. Oui, moi je vous parle de la vision. Il faut pas savoir des que les outils. soldats français, lorsqu'ils sont arrivés en Algérie, Oui, les tout gens ça, en face oui. étaient plus instruits qu'eux. Oui. À travers les madrasas, etc. à Ils ont fait. détruit ce... D'ailleurs, mais ce il y a genre de débat- un gé- Ce il qui y a s'est un pas passé général- au Maroc. Il y a, Ce qui s'est pas passé il y a au un Maroc. général, pardon, j'ai oublié son nom, qui a laissé des mémoires et qui a dit on nous avait présenté l'Algérie sauvages. comme étant des sauvages. Tout ça, Mais et il parlait de l'école coranique, parce qu'à l'époque, tous les enfants, garçons et filles, allaient à l'école coranique. Alors qu'au même moment en France, les femmes étaient complètement analphabètes et très peu de garçons étaient alphabétisés. Il a dit on nous a présenté un pays d'analphabètes, de sauvages, alors que tout le monde est lettré dans ce pays. Alors, Et je ça me dit permets... bien- et ça dit bien Il y que avait la un système politique, c'est juridique, il y avait un Un système système juridique. Attendez, alors on va poser la question. Alors, très vite, Pourquoi parce alors que on nous s'est fait devons coloniser absolument puisqu'on était plus passer... lettrés Pourquoi on s'est fait coloniser Empire ottoman, Pourquoi on s'est fait coloniser Alors, je peux alors répondre, qu'on hein. était plus lettrés que l'Europe, par exemple? trahison si de on l'Empire parle. ottoman pour moi, le bey d'Alger, affaiblissement à travers l'Empire ottoman des différentes nations et des dynasties qui sont apparues dans le Mais il n'y avait Maghreb. pas l'Empire ottoman. Il y avait le C'est Deylika ça, c'est- et les non. Beyliks, Non, qui non. étaient uniquement des systèmes de perception des impôts. Oui, Il n'y mais avait pas de justement, ça nation. affaiblit de La pouvoir- preuve, au premier coup de C'était boutoir, un ils ont système- rendu les c'était un clés et ils système- sont partis. Voilà, c'est un système Oui. prédateur. Oui, oui, Alors prédateur. qu'en Tunisie, les beys, pardon, c'était les Deys d'Alger, mais les beys Oui, ont pris... le Bey de Tunis. Bey de Tunis Ouais.
ont pris de l'indépendance par rapport à la régence ottomane d'Alger et ils ont pu construire une proto-nation, ce qui ne s'est pas passé en Algérie malheureusement. Voilà. Alors je me permets de vous interrompre sur ce point très vite parce que nous devons passer, il ne reste plus de temps. Il y a un sujet très profond. Oui, Oui, il y a des choses, heures ne suffiraient pas. Oui, absolument. Des mots qui ont été prononcés, notamment l'homogénéité. Donc, à l'homogénéité, il y a une exogénéité. Et l'homogénéité, on l'a démontré dans l'histoire, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ou l'endogénéité et, là encore, l'exogénéité. Je parlais d'homogénéité nuancée, c'est-à-dire Oui, avec des couleurs et des... Oui, absolument. Oui, mais quand même. C'est pas la vision Oui. hitlérienne de la race, quoi. Oui. Quelquefois, on ne voit pas les couleurs. Il y a des, Moi, je suis des pas gens, aveugle, hein, je les vois. il y a des daltoniens. C'est vrai qu'il y avait des populations à ce Il y moment-là a des qui n'avaient daltoniens. pas la même culture, la même Oui, langue, oui. la même... Il n'y a pas d'autre modèle. les mêmes modes de vie aussi. Oui, il n'y a hein, pas c'est- d'autre oui. modèle de construction de la nation que deux modèles. Le modèle français ou le modèle allemand. D'accord. Le modèle français ou le modèle allemand. Et le modèle français... Aussi, Oui, mais c'est... d'aller prendre des terres et de... C'est, Ouais. oui, c'est Et peut-être de pas- c'est former une quasiment le nation. modèle allemand parce qu'on a tué une race, la race rouge a été complètement éliminée. C'est modèle. Je termine juste Très là-dessus. vite. Juste là-dessus, sur le, il a parlé des Touaregs. Il y a les Kurdes, des peuples qui ne sont pas formés en nation, donc ils ne peuvent pas avoir un État, et c'est ça le droit international. L'Alsace, par exemple, prends l'Alsace. Mommsen disait, un historien allemand, que l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Oui. Elle était allemande par la langue et par la religion notamment. Fustel de Coulanges, parce qu'il y a eu un échange assez acerbe entre les deux historiens, Fustel de Coulanges qui était un Dans historien. son ouvrage La Cité. Pas la cité antique, non. Oui, Pas la cité antique. Et Fustel de Coulanges lui répond que par la langue et par la religion, l'Alsace Allemande. est allemande, mais par le sentiment. Et c'est ça qui joue. Oui. C'est le sentiment. Le désir. Voilà. Et le sentiment. désir Par d'appartenance. le négociation, parce par qu'il y a le aussi la sentiment. proposition du Concordat qui leur a donné beaucoup de droits. Mais non, mais ça, et la ça, sécurité c'est autre sociale à chose. 100%. Ça, c'est très récent. C'est très récent. Ça se joue pas. Ça a été non. la France a fait exprès de le... non, oui, ça- De le ça, mettre c'est en un- avant pour Et le pouvoir Concordat convaincre. existe jusqu'à maintenant, Oui, ils ont oui, on est 100% de sécurité d'accord, on est sociale d'accord. et ils peuvent Ça- gérer le culte. ça- Ah bon, hein, ça, c'est un statut particulier. Oui, bien Pour sûr. les attirer sur dans le la plan, France, bien sur sûr. le plan religieux, oui, il y a eu le concordat parce que... Pas que, parce qu'ils Mais sont plus nous- ouverts au niveau social. Nous allons Parce devoir que- passer donc- très vite, Brahim Oui, Yeltsin. c'est très Ouais. vite. Donc l'Alsace et la Lorraine sont devenues françaises par le sentiment, disait Fustel de Coulanges. Oui. Et par le sentiment, elles sont encore françaises. Oui. Euh, Et il n'y a pas de revendication indépendantiste. Si, il y a des indépendantistes, il y a Oui, des indépendantistes. Mais le modèle français de la nation, il s'est appuyé finalement, il a usé du sentiment et du vouloir vivre ensemble de Renan. C'est un désir de vivre ensemble et c'est un plébiscite de tous les jours. Beaucoup de répression, Ouais. d'interdiction Plus que de cela, parler absolument, breton à l'école. Absolument. Ouais. Mais il a fait cela aussi. Il a interdit les langues régionales. En Algérie, ça n'a pas marché, ils ont Oui, essayé avec ce oui, mais justement, Boumediene, voilà. oui. Et le Boumediene a Ça ne utilisé... marchera jamais pour moi. Le Boumediene a utilisé exactement ce que les Français ont fait. C'est-à-dire que sûr. C'est un modèle essayer jacobin. de construire la nation en dehors du jacobinisme. Ensuite, c'est des autres contrées de France. De construire la nation par l'économie. Or, l'économie en France, effectivement, à un certain moment, a réussi. En Algérie, il y a eu un échec économique patent que nous connaissons. Alors, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. J'aurais voulu qu'on aille encore plus loin, mais nous sommes rattrapés par le factuel. Nous allons donc écouter... Un mot. Allez, C'est parce qu'il a allons-y. parlé du Liban. Oui. Le Liban, c'est un autre cas. Le Liban, depuis, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale en particulier, en dehors de tous les accords Sykes-Picot, la partition de l'Orient, etc., c'est un modèle, depuis 1943, c'est un modèle fondé sur les confessions. C'est un système Oui.
Tant pour les communautaire. sunnites, tant pour les chiites, Absolument. tant pour les Ça- maronites. Et ça, pour faire une nation, c'est plus difficile. Alors, nous allons écouter la suite de ce que dit M. Tebboune, entre autres, Baliverne, et nous allons conclure sur ça, comme l'a dit Karim Tabou, Karim Naït Slimane, un État en crise réellement. Écoutez le chef d'État apparent, visible, et observez, admirez avec quelle aisance il nous dit des choses énormissimes. نعطيكم العهد ونعطيكم عهد الشهداء وعهد نوفمبر وعهد المجاهدين. راه اللي تعدى على الجزائر اذا كان استلمت الامور اللي تعدى على الجزائر ولا تعدى على جزائري في الخارج تكون قضيه اخطر مما يتوقعوا. ما كانش سكات. الكرامه تاع الجزائر ما تهانش. الشهداء ما ماتوش باش نتهانوا، باش البلاد تتهان. ما اعتقدش ان اليوم 100 اورو اليوم تخليك تفوت نص نهار في دوله اوروبيه ولا تخليك حتى في الدول العربيه. لا في حتى مكان. ربما نعطيها لك كل سنتين كل 3 سنوات، معليش بنعطيك نتاعك 1000 1500 ما تديهاش كل سنه مثلا. هذه صيغه من الصيغ. ممكن نصيبوا صيغه اخرى في حتمه نسترجع، لازم نسترجع القدرات تاعنا من ناحيه الاحتياط. ممكن تكون في حدود 1000 1500 ممكن، معقول. كونا ديال تروا إن كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. ممكن الصيغه هذه ممكن هي احسن صيغه بالنسبه للطبقه الوسطى. لا ديال في ميزو. يعني اذا كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية كونا ديال تروا. يدفع وما يخليش توطال تدي اما اذا قلت لك السياده هي السياده. اذا كانت السياده نتاعي تتجسد في هذا العقد ما نخليش يروح. تدفع 8 ندفع غالب وقعت. داروها اندارت. انا نقول لك اوراسكوم شحال شرات جيزي كاع. كل واحد واش يمد 700 مليون بعد يتكلم على 700 مليون. 700 مليون ما دفعوهاش دفعه واحده. كانت الدفعه الاولى نتاعهم 175 مليون دولار ولا هذا ما كان. يصبحوا يبيعوا فيها ب 10 ملاير دولار، يطلبوا تعويض تاع 10 ملاير. واش كاع جايح لهذه الدرجه؟ يعني توطال اذا كان ندفعوا ملي ما يكونوش تواطؤ، ما يكونش تواطؤ تاع اطارات وطنيه، والله هذا الشيء كاع ما يكون. Vous allez avoir 2 minutes chacun pour le dernier tour de micro. C'est réellement gravissime ce qui se passe au sein de ce qui est supposé être l'État algérien. Karim. Et c'est pour ça, oui, c'est gravissime, et c'est pour ça que la nation est en train de réagir. La nation est en train de réagir, mais en apportant la meilleure solution, la seule solution viable pour l'Algérie, qui est la citoyenneté. Je regrette tout à l'heure, comme faute de temps, on n'a pas pu continuer à réfléchir sur ce qu'on disait, mais je vous rappelle, par exemple, parce que vous avez parlé d'identité, et j'enchaîne très vite, pourquoi le Hirak, il dit « Makash Almani, Makash Islami ». Il y en a beaucoup qui ont cru qu'il s'agit d'idéologie. Non, la révolution, elle est dans le juste. Elle cherche l'état de droit. C'est la citoyenneté, qui est fondée sur le rapport du citoyen au droit, le statut du citoyen. C'est ça. Donc en Algérie, la crise, c'est la crise du régime, ce n'est pas la crise des Algériens. Les Algériens sont conscients et deviennent de plus en plus conscients. Et la réponse, elle y est déjà. La réponse, c'est cette révolution pacifique qui va permettre l'émergence d'une société civile qui va jeter les bases de l'État-nation algérien, qui sera un État de droit, réellement démocratique. Pour le moment, c'est 6300 arrestations depuis la reprise du Hirak. 6300 arrestations. Et ça dit bien, l'enjeu, le véritable enjeu. Parce que le régime, qu'est-ce que le régime reproche à ses citoyens? Qu'est-ce qu'il leur reproche? De revendiquer un état de droit. Tout à fait. Donc c'est là l'enjeu. Tout ce qui sort de là,
Je vous le dis, c'est des combats d'arrière-garde. Et même au niveau mondial, les nations qui sont avancées ont déjà dépassé ce stade. Et lorsqu'elles parlent de ces questions, elles parlent uniquement par rapport à la citoyenneté. Et même en France, lorsqu'on soulève les débats, c'est toujours autour d'un terme très subtil, c'est quelle est la place réservée aux émigrés dans la citoyenneté. Et c'est là que ça se joue. C'est pour couvrir en réalité une haine identitaire. C'est pas qu'elle est... Ils essaient de la recouvrir avec du sucre. Mais alors on va encore inverser le tour du micro. Allons-y, Anis. Non, mais en fait, c'est super intéressant. J'espère qu'un jour on fera un plateau juste sur l'identité. Oui, ce serait ce genre de choses. C'est pas une haine identitaire, c'est pour couvrir une crainte. C'est pas la haine identitaire. Il y a une haine aussi. Je vous donne un exemple concret. Désolé. Anis, pourquoi l'État français traite avec l'Arabie Saoudite? On va nous arrêter, on n'aura pas le temps de faire... Alors, Anis. Pourquoi? On en discutera. S'il y a la haine du musulman. En tout cas, moi, je voulais revenir sur un point très pratico-pratique et pragmatique. En 2 minutes. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y a pas encore de transformation structurée du Hirak, ou en tout cas, on ne le voit pas venir, et qu'il y aurait peut-être des acteurs du Hirak qui ne communiqueraient pas. En réalité, si. Moi-même, je participe à faire communiquer des personnes de différentes... J'en parlerai de manière plus en détail quand ça sera conceptualisé, mais on est en train de travailler en ce moment avec des personnes de différentes idéologies pour pouvoir faire émerger quelque chose d'uni et qui pourrait peut-être aider à la structuration, pas forcément structuration dans le sens où mettre des représentants, mais en tout cas ici donner en une France ou le Hirak à cheval entre l'Algérie et la diaspora. D'accord. Donc ça se fait. Pourquoi ça se fait maintenant et tardivement? Il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, ce qui a préparé la fluidité relative de ce qui s'est passé dans la révolution du jasmin et ce qui a jugulé un peu les crises liées à l'islamisme, etc., la peur de Nahda, etc., c'était qu'entre 2003 et 2006, il y a eu des accords entre l'opposition tunisienne, qui se sont passés principalement à Paris, puisqu'on ne pouvait pas le faire en Tunisie. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et donc, parce que pour moi, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, je suis totalement d'accord, mais on n'est pas dans la même situation, on n'a pas d'armes à l'extérieur, on n'a pas de char, on n'a pas envie d'aller... Voilà. Donc, faut quand même tempérer le fait de dire. Je finis juste sur ça. Les Tunisiens, entre 2003 et 2006, se sont mis d'accord dans un groupe très large qui partait de la féministe d'extrême gauche jusqu'à l'islamiste d'Al-Nahda. On est en train de faire ça en retard parce que, par rapport à la Tunisie, et je finis sur ça, Ben Ali avait beau être un dictateur, mais il a laissé quand même des activistes politiques travailler. Il y a toujours une continuité. Nous, depuis 62, et c'est mon dernier point, depuis 62 jusqu'à maintenant, par les sociétés civiles, ils ont tout détruit, ou tout acheté, ou tout corrompu. En Tunisie, c'était malgré tout une méritocratie. Oui, donc on repart réellement de zéro, donc il ne faut peut-être pas nous en vouloir de repartir de zéro. Voilà. On fait avec ce qu'on peut. Le mot de la fin, Brahim Younsi, en 2 minutes, vraiment. En 62, on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je dis la répression, l'argent est différent. C'est-à-dire le peuple n'était pas réprimé à cette époque-là. Certaines catégories, c'est vrai qu'il y a... C'était sanglant. Oui, enfin, ça... Allons-y, Brahim Younsi. Brahim Younsi, c'est vraiment 2 minutes. Hein, parce que oui. Je vais prendre 30 secondes. Nous sommes passés, il faut voir d'où nous sommes venus. Nous sommes passés de l'abîme au sublime. C'est clair, il ne faut pas... On est venu de très loin. Oui, il ne faut pas retourner à l'abîme. Ouais. Il faut rester dans le sublime. Et pour faire encore plaisir à Karim... Vous êtes mis d'accord avant, c'est ça? Non, sans dire Anis qui va venir, on fait équipe. Je vous ferai plaisir la prochaine fois. J'espère. Je vous connaîtrai mieux. Même si je connais votre famille, honorable, très honorable. Merci. Il faut nuire à la bêtise, disait Nietzsche. La fameuse citation de Nietzsche. Absolument. Donc, il faut nuire à la bêtise. Quand on est intelligent, on nuit à la bêtise. C'est ce que je dis, la logique gramscienne, c'est de frapper cette bêtise-là. Justement, c'est pour ça que ça m'a rappelé Nietzsche. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il faut absolument nuire à la bêtise. Posément, volontairement. Absolument. Et fermement, mais tranquillement. Merci Brahim Younsi, merci Karim Naït Slimane, merci Anis El Kama. C'était un plaisir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Nous n'avons pas beaucoup été dans le factuel, excusez-nous aujourd'hui, mais chaque chose en son temps. Silmiya, Khawa, l'aube est pour demain. Khawa la khair, slama.